Merci beaucoup et merci de m'avoir accueilli. C'est un peu une seconde maison pour moi après l'INALCO. Ça fait plusieurs années qu'en fait je côtoie l'IFAO. Ma dernière justement intervention ici, c'était à propos justement de cet ouvrage sur l'expédition d'Égypte dont Frédéric vient de parler. Et c'est en quelque sorte dans cette continuité, dans cette idée, dans cette problématique, qu'en fait il y a, et le sous-titre y est vraiment, j'insiste beaucoup, l'autre histoire. Il y a une autre histoire possible, en fait, dans ce genre de problématique. C'est notamment l'expédition d'Égypte et le canal de Suez, qui ont été décrits jusqu'à maintenant, racontés par l'historiographie mondiale, occidentale, j'allais dire, française, britannique, etc. Mais disons que j'ai découvert, au détour d'autres recherches, qu'en fait, il y a un acteur, l'acteur fondamental, qui est oublié dans cette affaire, c'est-à-dire l'Empire ottoman. L'expédition d'Égypte, qu'on le veuille ou non, a été organisée contre un territoire, une province de l'Empire ottoman, c'est l'Égypte. Et le canal de Suez a été entrepris dans le cadre justement de cette province encore, quelques années après l'expédition d'Égypte, et par conséquent, l'archiviste historien que je suis ottomanisant sentait qu'en fait il y avait véritablement une mine en fait qui a été oubliée ou n'a pas pu être exploitée, etc. Pour deux raisons essentielles, évidemment, on pourrait le penser. C'est que d'abord, les sources sont en ottoman, en tout cas la majorité des sources, ou minoritairement en arabe, pour ces deux affaires. Et puis, donc, l'accès est difficile, était difficile jusqu'à une date récente, au moins même sur le plan de paléographie tout simplement, de langue, mais aussi même sur le plan administratif, pour des raisons qui sont longues à expliquer. Donc ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'en fait, cette histoire, jusqu'à maintenant, a été écrite, et c'est la deuxième, probablement, raison fondamentale pour entreprendre ces deux ouvrages, c'est que l'Empire ottoman est l'acteur principal dans cette affaire-là, et que donc il fallait que les chercheurs, en fait, entreprennent en fait, ce travail. Et pour moi, c'est un début, on peut dire. J'encourage évidemment mes collègues jeunes de continuer dans cette voie. Le canal de Suez, fondamentalement, est une affaire évidemment géopolitique, politique, stratégique, sur un territoire fondamental pour le monde musulman et pour le monde ottoman, puisque c'est au milieu, des terres saintes, au milieu de la Méditerranée. C'est le passage entre la Méditerranée et la mer Rouge, et par conséquent, c'est au cœur, en fait, on peut dire, de l'Empire ottoman qui a été entrepris, en fait, ce travail. Soit dit en passant, je ne vois plus du tout mon PowerPoint, pardon. Soit dit en passant, un certain nombre beaucoup de documents en fait concernant cette affaire, le canal de Suez, dans les archives ottomanes, il faut quand même le dire, et ça enlève un peu une partie de l'excuse, en français. Donc c'est si vous voulez, en quelque sorte, les sources principales. Alors j'avoue humblement que pour cet ouvrage, le canal de Suez, j'ai travaillé beaucoup moins sur les archives égyptiennes de l'époque ottomane qu'à Istanbul, en fait, essentiellement, contrairement à l'ouvrage précédent,
l'expédition d'Égypte, où j'ai travaillé presque à part égale entre le Caire et Istanbul et même Sofia. Ici, donc, nous avons en quelque sorte un tableau qui indique les sources principales conservées aux archives ottomanes à Istanbul, et parmi ces archives-là, beaucoup de documents sont en français. C'est ce que la francophonie du 19e siècle, aussi bien pour l'Égypte que pour l'Empire ottoman, en fait, jaillit en quelque sorte dans ces sources-là. Alors, ça va entre les ministres et les ambassadeurs, les ministres ottomans et les ambassadeurs dans différentes cours, différentes capitales. Assez souvent, les documents soit sont directement en français, soit sont traduits systématiquement en français, y compris même quand l'ambassadeur, alors à l'occurrence ici c'est Muzurus Pacha, qui se trouve à Londres pendant plus de 20 ans comme ambassadeur de la cour ottomane et qui écrit à sa cour, j'allais dire joyeusement en français. La même chose pour un certain nombre de fonctionnaires ottomans cette fois-ci. Ici, c'est le cas Osman Pacha qui a été envoyé, c'est un haut fonctionnaire en fait de la porte, comme on dit, et qui a été envoyé en Égypte et qui écrit à son ministre, au ministre du ministère des Affaires étrangères, pour dire que je m'exprime mieux en français qu'en turc. Donc, il écrit sur le canal de Suez en français directement, ou même quelquefois, entre les pachas d'Égypte et la cour ottomane, en fait, la correspondance se fait également en français. Et la même chose aussi pour les ministres ottomans et les ambassadeurs britanniques, ce qui est un peu plus étrange d'ailleurs. Et quelquefois, l'ambassadeur britannique dit c'est pour éviter l'indiscrétion des traducteurs, je préfère écrire directement en français, puisque, évidemment, tous les ministres en charge, notamment de la diplomatie, à Istanbul, sont francophones. Alors, il s'agit évidemment le fameux triumvirat des Tanzimat, c'est-à-dire Mustafa Reshid Pacha, Ali Pacha et Fouad Pacha sont évidemment parfaitement francophones, puisqu'ils étaient formés à la fois dans l'école de traduction, très exactement à Istanbul, mais aussi ils ont exercé des fonctions diplomatiques à partir de leur jeunesse jusqu'à leur arrivée, disons, au sommet de la diplomatie, plusieurs fois ambassadeurs à Paris, plusieurs fois ambassadeurs dans les différentes capitales, et donc ils sont parfaitement aussi francophones. Une autre curiosité documentaire, c'est que ces recherches nous m'ont amené en quelque sorte à découvrir en fait une correspondance, cette fois-ci originale, entre les pachas d'Égypte et la cour ottomane. Et donc ces lettres évidemment envoyées par notamment Mohamed Saïd Pacha et Ismail Pacha, concernant évidemment le canal de Suez, les originales sont à Istanbul, forcément, puisqu'il l'a envoyé avec la signature et le cachet des pachas. Et donc, dans ce sens-là aussi, il y a on peut dire une découverte à l'occasion de cette recherche. Alors, l'ouvrage, cette fois-ci, est un ouvrage essentiellement chronologique, reprenant quand même toute l'historique en fait du canal de Suez en relation avec les Ottomans. Il n'était pas question ni de remonter à l'Antiquité concernant le canal de Suez, ni de voir, disons, l'ensemble des projets autour du canal de Suez, mais chaque fois, et surtout à partir du XVIe siècle, à quelle occasion, par quel biais les Ottomans se sont intéressés éventuellement à rouvrir l'ancien canal ou l'ancienne voie de communication fluviale et maritime, ou ouvrir un nouveau canal carrément entre les deux mers. Eh bien, et donc ce
sorte de chronologie avec des points de crise extrêmement importantes, notamment, on peut en parler de 3 périodes essentiellement, notamment au début de la concession en 1854, dans des périodes aussi extrêmement importantes lorsque le CEPS et notamment Mohamed Saïd Pacha en fait font commencer les travaux sans l'autorisation en fait du sultan, et puis la dernière phase de crise en fait qui arrive presque à une guerre entre la Porte et l'Égypte, on peut dire une 3e guerre, la menace d'une 3e guerre. Souvenez-vous, la première guerre c'était Mohamed Ali Pacha, donc les 2 guerres entre Mohamed Ali Pacha et la Porte, et la 3e a failli se produire, et là aussi c'est assez long en fait pour expliquer comment ce conflit a pu être, disons, évité à l'occasion notamment de l'inauguration du canal de Suez, et c'est une affaire à la fois, entre guillemets, à la fois amusante, mais en même temps grave. Le canal de Suez, je vous l'ai dit, en fait, est à l'ordre du jour des Ottomans, même avant l'expédition, avant la prise du Caire, avant on va dire la chute en fait de l'empire mamelouk, puisque les Mamelouks, notamment le sultan Gauri, ou Gouri comme on dit, eh bien, s'est intéressé évidemment à une collaboration entre les Ottomans et l'empire mamelouk, notamment à l'occasion de l'arrivée des Portugais aux portes de la mer Rouge, et même menaçant en fait les lieux saints. Par conséquent, les Ottomans, dès le départ, et notamment à l'occasion du gouvernement de Ibrahim Pacha, le grand vizir Ibrahim Pacha, lorsqu'il était gouverneur en Égypte, et c'est celui qui a établi en quelque sorte le fameux règlement fiscal, le Kanun Name, comme on dit, de l'Égypte, eh bien, les Ottomans se sont intéressés dès cette époque-là, mais le premier document, en fait, concret que nous ayons, en fait, dans les archives actuellement à notre disposition, date exactement de 1568, lorsque le sultan, en fait, demande au gouverneur d'Égypte de faire des études détaillées pour savoir quelles sont les possibilités d'ouvrir un canal entre les 2 mers, entre la Méditerranée et la mer Rouge, essentiellement pour protéger les lieux saints contre les Portugais et éventuellement pour protéger aussi les musulmans de l'Inde de l'agression en fait des Portugais. Cette série de projets ou de pensées des Ottomans concernant le canal continue tout au long du XVIe siècle. Le fameux Kılıç Ali Pacha a eu déjà des projets, on les a dans les archives, et nous arrivons en fait au XVIIIe siècle, on voit un certain baron de Tott au service de l'Empire ottoman, et qui est chargé par Mustapha III d'étudier éventuellement la possibilité d'ouvrir un canal. Mustapha III mourra, disons, trop tôt pour continuer le projet, et en plus, à cette époque-là, la guerre entre l'Iran et l'Empire ottoman fait ravage, et les Ottomans n'ont pas la possibilité, en fait, de continuer dans ce domaine. Et à la mort de Mustapha Pacha, Mustapha III, le projet a été plus ou moins abandonné, mais baron de Tott, lui, il continuera, cette fois-ci au service de la France, lorsqu'il rentrera en France, et il viendra ici en mission spéciale pour étudier la possibilité d'ouvrir en fait un canal. Donc nous sommes bien avant l'expédition d'Égypte. Par conséquent, il y a évidemment des précédents dans le projet du canal de Suez. Et comme vous le savez, en fait, les premières études ont été faites
l'époque de Bonaparte, lors de l'expédition d'Égypte, mais il semblerait, et là c'est une... comment dire, ce sont des éléments concrets. En fait, les Ottomans ont ignoré, comme je le disais sur l'expédition d'Égypte, tous les aspects scientifiques en fait, du canal de Suez ont été ignorés par les Ottomans. Eux, ils s'intéressaient essentiellement à la reprise de l'Égypte et à l'évacuation de l'Égypte par les Français, et par conséquent, ils ont mis l'accent essentiellement sur les aspects militaires, et politiques, stratégiques, en fait, dans cette période-là. Et comme on l'a dit, l'ensemble du gouvernement de l'Empire, en fait, a été mobilisé justement pour, avec la Grande-Bretagne et la Russie, pour chasser les Français, en fait, de l'Égypte. Comme on sait, les études de Lepère, l'ingénieur Lepère, accompagnant, en fait, Bonaparte, ont révélé, en fait, un mauvais calcul, en fait, sur les niveaux de des mers, c'est-à-dire la mer Rouge et la Méditerranée, et ont été calculés avec un niveau de 10 mètres, ce qui, évidemment, ne pouvait pas être mis en exécution, puisque soit il fallait faire des écluses, soit on risquait en fait d'inonder, de faire inonder l'Égypte par l'eau salée et l'eau de mer. Or, ces études-là ont été corrigées, vérifiées, approfondies par la suite par les fameux Saint-Simoniens. Les fameux Saint-Simoniens ont ont intéressé l'Empire ottoman à deux occasions essentiellement. La première fois, en 1833, un groupe de 12 personnes, parce qu'il fallait être 12, comme les apôtres, ils sont arrivés à Istanbul, alors qu'à cette époque-là, le père, comme on dit, le père Prosper Enfantin, leur prophète, était en prison à Paris et qu'il a expédié en fait le groupe, les disciples en Orient pour aller retrouver la femme avec un grand F. Donc il y avait le père et puis il y avait la femme. Alors le père se trouvait à Paris et la femme se trouvait en Orient, c'est-à-dire à Constantinople. Et comme on sait, en fait, la fameuse dicton inventé par lui, il y a deux points sur la terre inventés par Dieu, c'est Paris et Constantinople. Et lorsque ces deux capitales vont se retrouver, eh bien, le monde retrouvera la paix. Or, les Saint-Simoniens avaient l'idéologie justement de rapprocher en fait les capitales, mais surtout les continents. Par conséquent, ils sont venus à Constantinople pour pas seulement propager, disons, en quelque sorte l'idéologie saint-simonienne, mais surtout pour entreprendre les travaux. La période, évidemment, le développement du capitalisme, le développement du chemin de fer, et ils sont venus à Constantinople avec l'idée d'ouvrir le projet au sultan, au gouvernement ottoman, et d'entreprendre ces travaux-là. Or, comme ils étaient ingénieurs, mais en même temps plein d'idéologie, ils ont commencé surtout par l'aspect un peu idéologique, c'est-à-dire en commençant à saluer les femmes dans les rues de Constantinople avec leur tenue. Je ne sais pas si vous avez jamais vu des tenues des Saint-Simoniens avec un béret et puis des tuniques qu'ils ont fabriquées. Et en saluant les dames, eh bien, ils ont tout simplement indisposé le gouvernement, les pouvoirs publics, et ils les ont chassés en une semaine. Ils sont partis. D'abord, ils sont arrivés à Izmir, et ensuite, ils sont arrivés au Caire, en disant, si Constantinople ne marche pas, ben, le Caire marchera, parce que là-bas, il y a un homme éclairé, Mehmed Ali Pacha, qui va nous écouter. Effectivement, il les a écoutés, non pas pour le canal, mais pour le grand barrage, en fait, sur le Nil. Ils ont travaillé, mais ils ont eu l'occasion, en fait, d'aller arpenter en quelque sorte les lieux, c'est-à-dire l'isthme de Suez
et ils ont fait des études assez poussées, et les premières conséquences en fait de ces études, on le verra un peu plus tard, mais nous avons ici justement un projet d'un Saint-Simonien doublé d'un fourriériste. En fait, c'est une double casquette. Il s'appelle Colin, Auguste Colin. En 1846, il présente en fait un projet au gouvernement ottoman. C'est à peu près le même genre de projet qu'en fait Ferdinand de Lesseps présentera par la suite, mais il le présente au gouvernement, au ministre des Affaires étrangères, en fait pour créer une œuvre charitable. Puisque le sultan est le calife, il fallait en fait qu'il ait une œuvre charitable pour l'ensemble de l'humanité, pour rapprocher en fait des continents. Et cette œuvre charitable devait être sous forme de wakuf, comme il disait. Et c'est une première. Alors Ferdinand de Lesseps n'utilisera jamais en fait le mot wakuf par la suite, mais il l'utilisera toujours sous forme de charitable. Tout l'argumentaire en fait de Ferdinand de Lesseps, certes rapprocher les continents, diviser par deux en quelque sorte les distances, mais il a toujours présenté au sultan ottoman le projet, au gouvernement ottoman, c'est vous êtes le calife, donc vous êtes responsable des lieux saints, et pour pour faciliter le pèlerinage, pour que les pèlerins puissent arriver du Maghreb et d'ailleurs facilement pour aller pour les lieux saints, eh bien, vous devrez ouvrir, en fait, permettre d'ouvrir ce canal. Et c'est, on le voit, en fait, en quelque sorte, la généalogie des idées saint-simoniennes, y compris donc dans les projets présentés au gouvernement ottoman. On n'a pas tellement, en fait, d'écho dans les archives concernant le projet de Auguste Colin. C'est un juriste, c'est un aventurier, il est resté ici pendant 9 ans, il a eu toutes les occasions et ses projets ont été publiés dans différents journaux parisiens à cette époque-là. Comme on le sait, ce sont les Saint-Simoniens qui créent la première société d'études pour le canal de Suez en 1846. Mais tout ceci, en fait, se déroule avant que 2 événements importants se produisent pour favoriser justement l'ouverture du canal de Suez. Le premier événement, on peut dire, c'est une période longue, c'est la guerre de Crimée, 1853-1856, en fait, qui met en coalition la France, la Grande-Bretagne et l'Empire ottoman, et dans cette guerre de solidarité contre la Russie, eh bien, tous les projets, disons, du capitalisme international trouvent en fait un accueil favorable chez les Ottomans parce qu'ils ne peuvent pas refuser évidemment des projets utiles à ses alliés. Mais en même temps, comme on le sait, la guerre de Crimée aussi, c'est le début de l'endettement de l'Empire ottoman et plus tard, c'est la prémisse en fait de la banqueroute en fait de l'Empire ottoman et même on peut dire de l'Égypte. Le deuxième événement, cette fois-ci plus concret, se produit en 1854, c'est-à-dire la mort de Mohamed Saïd Pacha, l'arrivée au pouvoir de Mohamed Saïd Pacha, la mort d'Abbas Pacha, qui met en quelque sorte Ferdinand de Lesseps à la loge, au premier rang de la scène, puisque Mohamed Saïd Pacha, comme vous le savez, était un élève en fait de Ferdinand de Lesseps lorsqu'il était consul ici et à Alexandrie, et que c'est lui qui a été en quelque sorte
pour quelque chose dans la formation, dans l'équitation, dans l'apprentissage du français, en fait, de Mohamed Saïd Pacha, puisque Mohamed Ali Pacha l'a confié en quelque sorte comme... Et son arrivée au pouvoir, en fait, met tout simplement Ferdinand de Lesseps au premier rang, puisque Mohamed Saïd Pacha l'appelle, le sait parfaitement de ses projets lorsqu'il était consul, eh bien, qu'il l'appelle et qu'il lui, tout simplement, accorde assez rapidement, on doit dire, ça a surpris en fait beaucoup de monde, très rapidement, en novembre 1854, en fait, la première concession. Et dans cette concession, il a véritablement un texte, en fait, qu'on a beaucoup ignoré pendant 10-15 ans, c'est en fait la condition expresse que l'autorisation du sultan soit obtenue, en fait. Or, l'ambiguïté et les grandes discussions pendant 15 ans, on peut dire, de 1854 jusqu'à 1869, en quelque sorte, étaient toujours liées à cette ambiguïté. Or, le pacha avait bien indiqué qu'il fallait avoir l'autorisation. Bon, souvent, le CEPS a ignoré, a tué en quelque sorte en fait cette condition, d'où les difficultés qui vont naître, les difficultés diplomatiques pendant extrêmement longtemps dans cette affaire-là. Deux mots évidemment pour parler du statut en fait de l'Égypte lié au canal de Suez. Pourquoi l'Empire ottoman, pour lequel évidemment l'Égypte est une province mais avec des privilèges obtenus par Mehmed Ali Pacha en 1840 et 1841. C'est une province à statut particulier et qui en fait lie l'Empire ottoman avec un certain nombre de conditions. Ces conditions sont que l'Égypte dépend en fait du sultan dans les affaires internationales, dans les affaires extérieures, que l'Égypte dépend aussi de l'Empire ottoman et du sultan dans les affaires militaires. Notamment, l'Égypte ne peut pas entretenir une armée de plus de 18 000 personnes. Et puis, le troisième élément évidemment fondamental, c'est que l'Égypte ne peut pas entreprendre de travaux de grande envergure mettant en cause la sécurité de l'Égypte, l'économie de l'Égypte, les finances de l'Égypte. Et par conséquent, il est exigé en fait que le pacha en fait demande l'autorisation. Et évidemment, le canal de Suez est éminemment une affaire stratégique, une affaire politique et une affaire financière de grande envergure. Par conséquent, le sultan et évidemment la Grande-Bretagne, l'allié principal des Ottomans, le font savoir à toute occasion. Les Ottomans ne peuvent pas ignorer en fait cet aspect des choses, essentiellement parce que, économiquement parlant, en fait, ce ne sont pas les Ottomans qui sont en première ligne dans l'utilisation du canal de Suez futur. Ils savent parfaitement qu'en fait, l'Empire ottoman n'a pas les moyens maritimes nécessaires en fait pour exploiter le canal de Suez. Ce sont les grandes puissances de l'époque, c'est-à-dire la France et essentiellement la Grande-Bretagne, qui en fait vont en profiter. Ça, on aura des statistiques, les premières statistiques, et tout au long en fait de l'histoire du canal de Suez, on verra qu'en fait les Ottomans et même les Égyptiens en fait sont des utilisateurs extrêmement mineurs en fait de cette voie de communication. C'est une entreprise qui est semée d'embûches, puisque à plusieurs reprises les travaux vont être arrêtés, justement à cause de ces problèmes-là. Et les Ottomans, le sultan et le gouvernement ottoman réagissent pour la première fois
essentiellement à partir de 1858. Un certain nombre d'événements, en fait, favorisent en quelque sorte le canal de Suez, l'ouverture du canal de Suez, notamment la mort de Mustafa Reşit Pacha, qui est considéré comme un pro-britannique, en quelque sorte, mais en tout cas, Mustafa Reşit Pacha, qui a un sens de l'État centralisateur, en fait, dans l'Empire ottoman, il meurt en 1858. À Istanbul se produit également le changement de règne passant de la mort d'Abdülmecid et l'arrivée au pouvoir d'Abdülaziz, le sultan, en 1861. Sultan qui en fait est le cousin germain de Ismail Pacha, c'est-à-dire leur mère, son sœur, en fait. Par conséquent, c'est un élément qui va favoriser le dialogue d'Ismail Pacha, va être en fait assez fructueux dans un premier temps. Je dis bien dans un premier temps parce que dans un deuxième temps, en fait, ça tournera en quelque sorte en conflit. Le voyage aussi, après la mort de Mohamed Saïd Pacha en 1863, le voyage aussi du sultan en Égypte, Abdülaziz, et c'est une première, depuis Sélim Ier, qui est arrivé ici avec son armée en 1517, eh bien, il n'y avait absolument aucun sultan qui soit arrivé. Et je dirais même que le sultan ne voyage pas dans cette province. Et le sultan Abdülaziz sera le premier à arriver en Égypte. C'est un événement absolument fondamental. Comme vous le savez, quelques années plus tard, en 1867, à l'occasion de l'exposition universelle à Paris, il voyagera aussi en Europe, avec d'ailleurs Ismail Pacha, qui l'accompagnera également. Et donc l'arrivée du sultan ici, non pas sur le canal de Suez, hein, il est arrivé à Alexandrie et au Caire, mais il n'est pas allé jusqu'au canal de Suez parce que, officiellement, l'Empire ottoman, le sultan, ne reconnaissait pas encore l'existence, le projet du canal de Suez. Donc, il est resté, disons, ici. Eh bien, c'est le règne, on peut dire, de Ismail Pacha qui a débloqué la situation, puisque Ismail Pacha a entrepris en fait une politique de dialogue avec le sultan. Avec cette idée que l'Empire ottoman et l'Égypte n'entreront plus en conflit, en tout cas dans un premier temps. Par conséquent, le travail d'Ismail Pacha va devenir en fait fondamental pour régler les problèmes laissés en quelque sorte par Mohamed Saïd Pacha. Mohamed Saïd Pacha meurt en 1863, en janvier 1863, et il laisse derrière lui en fait une dette colossale liée au canal de Suez, puisque 44%, comme vous le savez, des parts, des actions appartiennent au gouvernement égyptien. On peut dire qu'en fait le gouvernement égyptien est majoritaire, tout seul comme actionnaire, mais ces actions en fait ont été rachetées en quelque sorte avec les dettes contractées par l'Égypte. Et donc il fallait, à la mort de Mohamed Saïd Pacha, rembourser en fait ces dettes. Et Ismail Pacha fera en quelque sorte le grand sacrifice en fait, non seulement de rembourser en fait ces dettes, mais en même temps de régler l'ensemble des problèmes liés au canal de Suez pour obtenir l'autorisation du sultan et surtout donner à la compagnie universelle du canal de Suez un statut légal. Parce que le canal, cette compagnie, en fait, a un statut un peu particulier. Normalement, c'est une compagnie égyptienne, mais en réalité, tous les problèmes juridiques sont réglés à Paris. On a parlé du canal de Suez, de la compagnie du canal de Suez, comme une sorte d'État à l'intérieur de l'État.
Et par conséquent, les grands problèmes en 1863, en fait, sont les suivants. Et ceci, évidemment, concerne parfaitement les Ottomans. Premièrement, c'est l'administration et la sécurité du canal de Suez, les droits fondamentaux liés à ce projet de la sublime porte. L'autre point essentiel, c'est que le canal de Suez, dans sa concession, accorde à la compagnie du canal de Suez un immense en fait, terrain irrigable. C'est, on peut dire, une terre absolument fondamentale pour la population égyptienne, c'est-à-dire la terre se trouvant entre le Caire en quelque sorte et le canal de Suez un peu aujourd'hui. Et cette partie-là du canal allait être de la terre égyptienne allait être irriguée par un autre canal, cette fois-ci le canal d'eau douce, et qui donc allait irriguer en fait cette partie de l'Égypte. C'est une concession qui heurte de front, en quelque sorte, la souveraineté à la fois de l'Empire ottoman, de l'Égypte, et met en cause, en quelque sorte, l'existence réelle, disons, de l'Égypte, puisque Mohamed Saïd Pacha a accordé à la compagnie environ 60 000 hectares de terre irrigables lorsque le canal d'eau douce sera, disons, construit, et que ce projet paraît en quelque sorte la transformation en fait de l'Égypte en une sorte de colonie économique. À la tête de cette colonie, les responsables de la compagnie envisagent de mettre un personnage que vous connaissez bien sûr, c'est le fameux Abdelkader. Abdelkader d'Algérie, effectivement, le héros d'Algérie qui a été exilé en fait dans l'Empire ottoman, d'abord à Boursa, ensuite à Damas, et Ferdinand de Lesseps l'a connu à Pau lorsqu'il était captif, Abdelkader, et Lesseps est allé le trouver en fait à Damas et il l'a ramené. Il lui a offert en fait à la fois un chalet, une grande maison, une sorte de petit palais, en même temps avec l'idée que c'est Abdelkader qui sera en quelque sorte à la tête de cette colonie, parce que cette colonie agricole, c'est dans le bon sens du terme, moi je ne parle de la colonie, je ne parle pas de la colonisation, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire en fait la transformation de l'Égypte en quelque sorte en une sorte d'Éden agricole. Donc Abdelkader fera venir en fait à la fois ses propres hommes, sa propre famille qu'il a fait venir d'Algérie à Damas, et en même temps amener une population importante de Syrie et les installer dans cette région-là. En même temps, sédentariser aussi des nomades, un certain nombre de bédouins qui nomadisent en fait dans cette partie de l'Égypte et les installer là-bas. Voilà, ça c'est le projet. Ce qui est évidemment fondamentalement contraire en fait à l'idée de souveraineté en fait à la fois de l'Empire ottoman et du sultan, parce qu'en fait il s'agit tout simplement de s'approprier de la terre égyptienne. Autre problème évidemment lié à l'Empire ottoman, c'est la garantie et la neutralité internationale du canal de Suez, c'est-à-dire comment protéger en fait le canal si une attaque malveillante en fait existe en fait sur le canal. Et en dernier lieu, c'est le travail forcé, c'est-à-dire la corvée en fait pratiquée pour travailler pour creuser le canal de Suez. Comme vous le savez, en fait, là aussi, Mohamed Saïd Pacha, probablement agissant sur l'émotion d'amitié avec
Ferdinand de Lesseps, lui a accordé le privilège, en fait, de lui fournir la main-d'œuvre nécessaire. La main-d'œuvre nécessaire, en fait, exigeait en quelque sorte environ 60 000 personnes par an, enfin très exactement par mois, 60 000 personnes qui doivent à peu près être mobilisées, et ceci évidemment, en tout cas c'est ainsi que le gouvernement ottoman le considère, au détriment en fait du travail agricole dans le reste de l'Égypte. 60 000 personnes, 20 000 personnes travaillent effectivement sur les lieux, 20 000 personnes sont en route pour le retour, et 20 000 personnes sont sur la route du départ. Autrement dit, il y a 60 000 personnes qui tournent en permanence, ce qui fait évidemment pour la population de cette époque-là, l'Égypte a à peu près 6 à 10 millions de personnes, ce qui fait en fait qu'il y a un pourcentage de population extrêmement important, considéré évidemment au détriment en fait du travail agricole de l'Égypte pour le reste de l'Égypte. Et par conséquent, donc l'Empire ottoman, une fois qu'il a reconnu en quelque sorte la nécessité de régler le problème du canal de Suez une fois pour toutes, pour éviter de heurter la France en premier lieu, parce que c'est son allié, parce que la France est indispensable dans la défense de l'Empire ottoman contre la Russie, et donc on l'a vu pendant la guerre de Crimée, et ceci continuera, et en plus l'Empire ottoman est maintenant lié après le traité de Paris de 1856, l'Empire ottoman est lié aux nations européennes, c'est-à-dire il est intégré dans le concert des nations européennes, comme on dit. C'est un des arguments, en fait, pour que la Turquie, en fait, continue à prétendre, mais c'était il y a longtemps, d'intégrer l'Union européenne. Maintenant, ça n'est plus à l'heure du jour. Mais c'était un des arguments, c'est-à-dire, à partir de 1856, l'Empire ottoman est intégré dans le concert des nations européennes, avec évidemment ce prix qu'en fait, en même temps, il se lie à ces nations, c'est-à-dire il lie son destin à ces nations. Autrement dit, il dépend en fait aussi de ces pays-là. Alors, il dépend politiquement, il dépend stratégiquement, mais il dépend surtout financièrement. Ce qui fera qu'en fait, en 1875, l'Empire ottoman en fait déclara en même temps, presque en même temps que l'Égypte d'ailleurs, la banqueroute, c'est-à-dire en fait fera la faillite. Et en 1881, l'Empire ottoman, à cause de cette dette, à cause de cet endettement, eh bien, créera la fameuse dette ottomane, c'est-à-dire créera des régies en fait à l'intérieur de l'Empire pour l'économie autonome de chaque régie. Chacun en fait prélèvera en fait, des impôts dans un certain nombre de domaines. Toujours est-il que la période de Ismail Pacha, encore une fois, est une période en zigzag. C'est que dans un premier temps, en fait, les relations sont extrêmement cordiales. Ismail Pacha voyage beaucoup à Istanbul et va voir les ministres. Il a son palais, son yalı, comme on dit, au bord du Bosphore à Emirgan. Il fait beaucoup de séjours à Istanbul et il côtoie beaucoup de ministres, beaucoup de diplomates. Et dans un premier temps, en fait, les relations sont absolument cordiales puisque Ismail Pacha a une politique en quelque sorte d'obtenir du sultan ce que Mehmed Ali Pacha n'a pas pu obtenir avec les armes. C'est, dans un premier temps, Ismail Pacha obtient par exemple le fait qu'en fait le pachalık d'Égypte en fait soit non seulement héréditaire, ça c'était le cas déjà avec Mehmed Ali Pacha, mais en même temps que ce pachalık passe en fait à son fils, à lui, et non pas au membre le plus âgé de la famille, comme vous le savez. Donc ça c'est un premier temps. Dans un deuxième temps, grâce ou à cause des services rendus notamment
en 1866 à l'occasion de la révolte des Grecs en Crète, eh bien, une aide militaire substantielle a été envoyée par Ismail Pacha, avec l'idée qu'en fait, peut-être un jour, la Crète reviendra, comme c'était à l'époque de Mohamed Ali Pacha, mais aussi Ibrahim Pacha, son fils, que la Crète, en fait, reviendra à l'Égypte. Cette idée, en fait, va faire son chemin et, en contrepartie, Ismail Pacha obtiendra le titre de Khedive. En 1866, Ismail Pacha deviendra le Khedive, ou Khedive, comme on dit, c'est un terme persan, très ambigu. Tout le monde se demande à quoi ça correspond, en fait, ce titre. Napoléon III, lorsque Ismail Pacha est arrivé, les journaux se demandent comment il faut l'appeler. Est-ce que c'est un nouveau roi? Alors dans le livre, évidemment, tout ceci a été décrit avec beaucoup de détails, beaucoup de journaux se demandent, etc. Comme on le sait, en fait, ce titre-là a joué beaucoup de tours à chacun, notamment pour ceux qui ne le connaissaient pas. Pour les Ottomans, il n'y avait pas trop d'ambiguïté. En fait, le Pacha d'Égypte a un rang de premier ministre, de grand vizir. Ça, c'est d'accord, mais ça c'était aussi avant. Pas seulement avec le titre de Khedive. Le Khedive, en fait, les Ottomans l'utilisaient aussi pour d'autres pachas et pour d'autres personnalités bien avant le Pacha d'Égypte. Notamment, il l'utilisait pour le grand vizir, qui veut dire en fait tout simplement seigneur. Seigneur un peu plus que vizir, un peu plus que pacha. Voilà. Donc ça jouait un rôle important. Et quelquefois, Ismail Pacha a pu se présenter dans différentes cours comme une sorte de roi. Même s'il est vice-roi, on a oublié. Donc ce vice, en fait, était donné avec ce Khedive. Et quelquefois, il y a eu, en fait, un oubli, évidemment, aux grandes dames des ambassadeurs ottomans dans les différentes capitales. À Paris, à Londres, à Berlin, à Vienne, eh bien, quelquefois, ces ambassadeurs étaient ulcérés de voir Ismail Pacha reçu comme un roi. Et chaque fois, ils voulaient absolument les présenter, aux différents souverains. L'affaire, en fait, en quelque sorte, trouvera une sorte de première solution en ce qui concerne l'Empire ottoman entre 1864 et 1866, en fait. C'est une période charnière pour le canal de Suez. Pendant ce temps-là, je vous signale que les travaux continuent quand même, tant bien que mal. Alors, avec des appellations un peu tronquées, du genre en disant ce sont des travaux d'études, ce sont des travaux préliminaires, notamment à l'époque de Mohamed Saïd Pacha. En fait, le Pacha a écrit longuement, en fait, des lettres. Par la suite, en fait, les travaux continuent, mais la vraie solution, en fait, sera trouvée, disons, à partir de 1864, lorsque Ismail Pacha, au grand mécontentement du sultan et du gouvernement ottoman, en fait, demandera à Napoléon III d'arbitrer, de devenir un arbitre entre la compagnie du canal de Suez et l'Égypte. Le sultan lui a demandé de trouver une solution. Eh bien, il a trouvé cette solution, qui n'en est pas une, puisque ceci a mécontenté prodigieusement le gouvernement ottoman, parce que, figurez-vous que demander l'arbitrage à un souverain, en l'occurrence Napoléon III, qui soutient fondamentalement et profondément, évidemment, Ferdinand de Lesseps, qui est un parent très proche, en fait, de Eugénie, de l'impératrice, qui a son frère au ministère des Affaires étrangères, et qui est un ancien diplomate, et qui a, en fait, tous les privilèges dans la cour de Napoléon III, et évidemment demander à un parti à la fois de devenir juge en tant que souverain
étranger sur un territoire ottoman, encore considéré comme ottoman, eh bien, c'est une affaire qui ne résout absolument rien. Et donc, à partir de là, encore 2 ans, une épouvantable bataille diplomatique dans toutes les capitales du monde, et du monde occidental, bien sûr, et que, évidemment, il a fallu, en fait, que les Ottomans, en fait, arrivent à une sorte de pré-rupture, en fait, diplomatique avec la France. Le sultan demande au pacha d'Égypte, Ismaël Pacha, mais à quel titre un souverain étranger viendrait arbitrer un projet sur mon territoire? Donc ce sont des... Alors là, évidemment, des documents, on n'en pas finir de toutes sortes de documents. Ici, vous avez en fait le premier document où l'Empire ottoman commence à véritablement, comment dire, poser ses conditions et concrètes, en fait, des questions dont j'ai parlé tout à l'heure. Et là, regardez justement ceci, et il n'est pas permis ni dans les territoires bien gardés de Sa Majesté, ni convenable qu'un souverain étranger procède à une délimitation en fait concernant le canal de Suez. C'est-à-dire en fait, il y a des sommes considérables, il y a environ 200 millions de francs lourds en fait en jeu, c'est-à-dire que tout simplement l'Égypte non seulement est endettée à cause des actions, mais en même temps doit maintenant indemniser la compagnie pour les travaux qu'elle a effectués en Égypte, et ceci donc à la suite ce qu'on appelle la sentence arbitrale, donc Napoléon III, et que évidemment le sultan est absolument hors de lui, en tout cas le gouvernement de Fouad Pacha et de Ali Pacha, et finalement cette affaire continuera encore pendant 2 ans jusqu'à 1866, lorsque le sultan en fait obtiendra, admettons, une satisfaction. Une satisfaction, c'est-à-dire que le travail forcé a été aboli, c'est-à-dire que les ouvriers qui vont travailler là-bas sont des ouvriers salariés, et que la neutralité du canal de Suez a été acceptée, qui ne terminera pas d'ailleurs, cette neutralité va encore faire beaucoup d'objets de discussion, et c'est en 1881 seulement qu'en fait le canal de Suez va être véritablement reconnu comme une voie navigable neutre, et que justement l'indemnisation, en fait, la restitution des terres colonisées par le canal de Suez et le canal d'eau douce vont être restituées à l'Égypte. Tout ceci, en fait, a pris un temps absolument colossal, des commissions mises en place, le sultan envoie un grand nombre de hauts fonctionnaires pour, en fait, visiter les lieux, et finalement, et je termine là, cette affaire, en fait, ne s'arrête pas seulement là, puisque le canal de Suez va poser cette fois-ci la question de relation entre le sultan et l'Égypte par la suite, puisque très probablement la France a beaucoup aidé dans ce sens-là, Ferdinand de Lesseps en tout cas sans aucun doute, et à partir de 1867, l'Égypte en fait a commencé à une politique de réarmement, c'est-à-dire armer tout simplement la marine, commander des navires cuirassés qui ont coûté évidemment des fortunes colossales. En même temps, Ismaël Pacha a augmenté très considérablement le nombre d'hommes dans ses armées, a modernisé évidemment ses écoles militaires, a créé des écoles militaires, a appelé beaucoup de conseillers, etc., a fortifié Alexandrie et surtout les villes côtières de la Méditerranée. Alors on se demandait contre qui?
Alors, contre qui? Et ce contre qui, ce n'était pas contre la France, ce n'était pas contre la Russie, ce n'était pas contre l'Angleterre. Probablement, en tout cas, Istanbul l'a senti de cette façon-là, et que ces navires cuirassés, etc., ont été commandés et même payés, avec les empreintes, bien sûr, et que finalement, tout ceci est arrivé en 1869, lors de l'inauguration, et je terminerai là, lors de l'inauguration, en fait, du canal de Suez. Ismail Pacha est parti en Europe, sans passer par Istanbul, pour inviter l'ensemble des chefs d'État, des rois et des princes européens, en tant que, encore une fois, souverains, et que, sous des prétextes, en fait, de voyager, en réalité, c'était des invitations directes pour l'inauguration du canal de Suez. Évidemment, en premier lieu, Napoléon III, qui a trouvé, en fait, toutes sortes de prétextes de santé notamment, pour ne pas venir, mais a envoyé quand même son épouse. François-Joseph, empereur d'Autriche, a accepté l'invitation. L'Angleterre a refusé, bien sûr. D'autres princes ont accepté, le prince de Prusse, mais aussi le prince d'Italie, etc. C'est une solution, en fait, véritablement de conflit, à la fois armement, mais en même temps l'inauguration du canal de Suez sans le sultan, sans que le sultan donne son accord. La solution a été trouvée, comme vous le savez, que tous ces personnages, en fait, passent d'abord par Istanbul, saluent le sultan, qu'on fasse en fait une première, j'allais dire, des cérémonies aussi importantes sur le canal de Suez, et que ensuite ils viennent pour assister à l'inauguration. Comme vous le savez, Eugénie est donc passé par le mois d'octobre 1869 par Istanbul, François-Joseph s'est passé par là, les autres princes sont venus, faire les salutations au sultan, et ensuite le canal de Suez finalement a été ouvert sans la présence d'aucun membre du gouvernement ottoman, d'aucun fonctionnaire, d'ailleurs d'aucun aussi membre du gouvernement britannique. Et pour tout ceci, pour vous dire que cette affaire, en fait, a failli à tourner en guerre, en quelque sorte, entre Istanbul et le Caire, et la solution a été trouvée, donc dans un premier temps, donc, que les visiteurs de haute marque passent par Istanbul. La deuxième solution a été que tout cet armement supplémentaire, en fait, par rapport au traité et par rapport à la nécessité de l'Égypte, soit restitué au sultan, c'est-à-dire les navires cuirassés ont été intégrés dans la marine ottomane, les fusils achetés à la France, les 200 000 fusils, ont été versés dans l'armée ottomane, et que le nombre de soldats a été diminué, ramené, alors non pas à 18 000, mais à 30 000 personnes, et qu'un certain nombre d'arrangements ont été trouvés, et que finalement, toute cette affaire-là, les Ottomans n'ont pas voulu évidemment gâcher la fête, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas voulu montrer leur hostilité ouverte pour éviter en fait que l'inauguration le 17 novembre 1869 soit gâchée. À la place, ils ont attendu un certain temps. Ismail Pacha s'est excusé, il est allé à Istanbul plusieurs fois, et en définitive, c'est en 1873 que les relations entre Istanbul et le Caire se sont, j'allais dire, normalisées. Mais tout ceci, évidemment, n'empêche pas que l'Égypte, évidemment, a acquis certes un outil absolument extraordinaire, mais un outil qui, en fait, a causé, en quelque sorte, la faillite de l'Égypte, puisque les dettes ont conduit, en fait, l'Égypte à vendre les actions appartenant à l'Égypte à l'Angleterre, comme vous le savez, en 1869, et que par la suite, cette affaire, en quelque sorte, a tourné à la colonisation, en fait, de l'Égypte, à l'occupation de l'Égypte par l'Angleterre en 1881, et que finalement, tout ce conflit, en fait, lié au canal de Suez,
a montré en quelque sorte aux Ottomans qu'un jour, en fait, ce canal allait leur poser quand même un énorme problème comme ils le prévoyaient, c'est-à-dire tout simplement le canal est un obstacle est un matériel entre l'Empire ottoman et l'Égypte. Ce qui se vérifiera à toute occasion, ce qui se vérifiera aussi pendant la Première Guerre mondiale, malheureusement pour les Ottomans, puisque les deux descentes en fait sur le canal de Suez en 1915 et en 1916 sont tournées en véritable échec. Et effectivement, on peut dire que le canal de Suez, comme ils le prévoyaient les Ottomans, est devenu en quelque sorte le tombeau des Ottomans, qui a failli devenir aussi en quelque sorte le tombeau de l'Égypte si Nasser n'avait pas nationalisé le canal en 1956. Voilà, merci beaucoup.